Ok, donc bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue. On va pouvoir démarrer, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Hop. Ok. Bien. Alors, attends, parce que je ne vois pas les notifs, donc je vais juste regarder rapidement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ok, on va démarrer. Hop. Tac. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Allez, je lance le webinaire. Hop. Donc, bienvenue à tous. On va parler d'alimentation aujourd'hui, et notamment d'alimentation pour le sportif. Donc, on commence avec une petite phrase d'Hippocrate, qui est le père de la médecine, et qui nous dit que l'aliment n'est pas aliment s'il ne peut pas nourrir. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce qu'est la composition alimentaire optimale du sportif et des personnes en général, on va dire. On va voir ce qu'est l'hydratation, ce que sont les glucides, les protéines, les lipides, les fibres, les vitamines et les minéraux. Et puis, on va voir en pratique ce que ça donne. Et puis, enfin, on va voir comment apprendre et appréhender la gestion de son poids lorsqu'on a des compétitions à venir. Donc, la composition alimentaire optimale du sportif, il faut d'abord se demander pour qui, pourquoi, etc. Donc, ça va toujours dépendre du type d'activité qu'on va pratiquer. Donc là, pour nous, en l'occurrence, ça va être les sports de contact. Ensuite, il va falloir se poser la question de savoir combien d'entraînements je vais avoir dans la journée et dans la semaine, d'accord? Mes apports ne seront pas forcément les mêmes. Ensuite, on va s'occuper également de la composition corporelle de notre athlète. Est-ce qu'il y a de la masse grasse à perdre? Est-ce qu'il y a une prise de masse musculaire à prendre? Et puis ensuite, est-ce qu'il faut vraiment modifier son poids de compétition? Est-ce qu'il y a une grosse fourchette de poids à perdre ou pas? D'accord? Et enfin, ce qui est quand même super important, c'est apprendre à l'athlète lui donner une routine journalière qui va être facile à gérer et facile à mettre en place au quotidien. D'accord? Ça va être vraiment hyper important parce que si c'est intenable, bah forcément, ça va être compliqué à mettre en place et sur le long terme. Donc, on commence avec la petite pyramide alimentaire. Donc, sur la base, c'est le plus important et donc en allant vers le haut, c'est le moins important. Enfin, le moins important en plus petite quantité, on va dire. Donc, évidemment, pour nous, ce qui va être hyper important, c'est l'hydratation. Donc, l'eau, les boissons, le thé, le café. Ensuite, viennent les fruits et les légumes. On verra pourquoi c'est important. Ensuite viennent les céréales, de préférence les plus complètes possibles en général. Ensuite viennent les protéines, animales ou végétales. Et enfin, les matières grasses. Et ensuite, on a tout en haut de notre pyramide, on a les petits produits plaisir. Et donc là, du coup, on va les prendre en petite quantité. Quand on parle d'aliments, on est obligé de parler de la mesure qui permet de connaître l'énergie que contient un aliment et on parle de kilocalories. Donc, il faut savoir qu'un gramme de protéines équivaut à 4 kilocalories et c'est la même chose pour les glucides. Par contre, pour les lipides, 1 gramme de lipides, c'est l'équivalent de 9 kilocalories. Donc, c'est plus de 2 fois la densité des protéines et des glucides et donc forcément, on va en consommer moins puisque la densité énergétique est plus importante. Ensuite, quand on parle d'aliments, on parle de macro et de micronutriments. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, sur la base de ma pyramide, au-dessus de l'hydratation, j'ai les glucides, les protéines et les matières grasses. Ça, c'est ce qui va composer mes macronutriments. On les appelle macronutriments parce qu'ils nous apportent de l'énergie qu'on peut utiliser. Ok? Ensuite, en haut de la pyramide, on a les vitamines et les minéraux et eux vont nous apporter, au travers notamment des fibres solubles et insolubles que sont les légumes, les fruits, etc., mais également au travers des glucides, des micronutriments, donc des vitamines et des minéraux, qui eux sont présents en très petite quantité, mais qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, ils sont hyper importants, même s'ils sont très faiblement présents dans le corps. Donc là, on va aborder l'hydratation. Donc l'hydratation, à quoi ça sert? Tout d'abord, notre corps, le système, il est très bien fait. On a un système de thermorégulation, donc qui nous permet d'éliminer la chaleur quand on en produit trop, et qui nous permet également de pouvoir augmenter notre chaleur interne quand il fait très froid dehors, jusqu'à une certaine limite évidemment.
Et donc, ça va nous servir un petit peu de régulateur thermique. Donc, l'hydratation, l'eau va nous permettre de refroidir, entre guillemets, le corps en éliminant cet excédent de chaleur via la transpiration. Ensuite, l'hydratation, elle est importante évidemment parce qu'on transpire beaucoup à l'effort. Et même sans forcément faire d'effort, on transpire même si on ne le sent pas. Et donc, il est indispensable pour nous de remplacer cette eau qu'on va perdre à l'effort. L'eau, elle est également importante parce qu'elle va nous permettre d'améliorer notre transit. Et donc, le transit intestinal, c'est quand même hyper important, d'accord? Et puis, ça va également favoriser l'élimination des toxines puisque l'eau va agir comme une espèce de système de rinçage au travers du système lymphatique pour venir éliminer les déchets sous forme d'urine, par exemple. Donc, l'hydratation, elle va nous empêcher de compromettre la performance parce qu'on ne va pas surchauffer, on ne va pas être déshydraté, etc. Lorsqu'on fait un effort qui est modéré ou qui dure moins d'1 heure, en général, de l'eau va être suffisant. Par contre, si on dépasse l'heure ou que l'effort est très intense, là, il va falloir faire rentrer une boisson isotonique qu'on peut très largement faire soi-même en mélangeant tout simplement 50 centilitres de jus de pomme, par exemple. On évite les agrumes qui peuvent provoquer des acidités dans l'estomac et qui ne sont pas forcément digestes pour tout le monde. De l'eau et puis un petit gramme de sel si on transpire énormément pour venir remplacer les sels minéraux qu'on a perdus au travers de la transpiration. Et puis évidemment, l'hydratation, ça va venir prévenir la déshydratation excessive, sachant que déjà, quand on atteint 2% de déshydratation, on perd déjà quasiment 30% de ses capacités cognitives et musculaires. Donc, c'est hyper important. La déshydratation, qu'est-ce que c'est? C'est un stress physiologique, tout comme peut l'être l'entraînement, d'accord? Ça demande un effort au corps de s'auto-réguler, ok? Souvent, la déshydratation, elle est accompagnée d'un signal d'alarme qui est beaucoup trop tardif, c'est la soif. Quand vous avez soif, c'est beaucoup trop tard. Vous aviez peut-être des signes précurseurs comme les maux de tête, les vertiges, la fatigue, la perte de motivation, etc., des crampes, etc. Donc, quand vous avez soif, c'est déjà trop tard. Donc, l'idée, c'est de pouvoir boire régulièrement. La déshydratation, ça correspond à quoi? Ça correspond à un déséquilibre qu'il y a entre l'eau qui est présente dans le corps et les minéraux, d'accord? Donc, ces fameux micronutriments dont on ne veut absolument pas être carencé. Et donc, qu'est-ce que ça va venir provoquer la déshydratation? Chez l'athlète, on va perdre de la vivacité, de la concentration, de la force, de la coordination et de la résistance. Donc, toutes ces qualités dont on a besoin pour être performant à l'entraînement et en combat. On va voir maintenant les glucides. Les glucides, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ils se présentent sous différentes formes. Sous forme poly ou monosaccharide, on va appeler ça. Donc, c'est soit plusieurs chaînes de glucose attachées, soit une chaîne, soit une boule de glucose, on va dire. Ces glucides-là, ils sont très très importants pour nous parce que ça va nous permettre de venir faire des réserves de carburant, de glycogène, on appelle ça le sucre qui est transformé et qui est stocké dans les muscles et dans le foie, on appelle ça le glycogène. Et donc ces réserves, c'est notre stock de carburant, ok? Donc les glucides favorisent justement le stockage de ce glycogène qui va nous permettre justement de supporter des charges d'entraînement, donc de fournir des efforts si tant est qu'on ait des apports suffisants, d'accord? C'est aussi, il faut savoir, la source préférée d'énergie des muscles et du système nerveux. Donc, le cerveau se nourrit de sucre majoritairement, mais les muscles aussi, d'accord? Donc, on a besoin d'avoir ces réserves-là. Donc, forcément, tout ça, ça va nous aider à performer tant mentalement que physiquement. Donc, c'est hyper important. Quand on parle de glucides, on est obligé de parler d'index glycémique. L'index glycémique, c'est quoi? Déjà, la glycémie, c'est quoi? C'est le taux de sucre qui est mesuré dans le sang, ok? Quand j'ingère un aliment, si l'aliment est très très sucré, ça va provoquer ce qu'on appelle un pic d'insuline, ok? Un pic de glycémie, pardon, et va venir être libérée une hormone, l'insuline, dont le rôle va être de redistribuer le sucre pour éviter qu'on soit en hyperglycémie, d'accord? Donc, quand j'ingère un aliment très très sucré, tu vas avoir un gros pic de glycémie et puis tout d'un coup, ça va redescendre. Donc ça, pour moi, c'est pas intéressant parce que moi, ce que je veux, c'est avoir de l'énergie diffusée tout au long de la journée et puis surtout, je veux surtout pas avoir de coup de pompe à l'entraînement. Donc, qu'est-ce que je vais chercher comme aliment? Je vais chercher des aliments qui ont un index glycémique bas, d'accord? Donc, qui vont pas provoquer un gros pic de glycémie, d'accord? Mais plutôt un pic moyen, d'accord? Modéré. Et surtout, qui va pouvoir me donner de l'énergie et diffuser de l'énergie sur une durée beaucoup plus longue.
Donc là, juste pour un petit exemple, vous avez des tableaux que vous trouvez facilement sur Internet qui vous donnent des indications concernant l'index glycémique des aliments. Et là, on peut voir par exemple que dans la colonne rouge, le deuxième aliment, c'est une pomme de terre qui est cuite au four. Donc, on pourrait penser qu'une pomme de terre au four, c'est assez sain finalement, mais elle a quand même un index glycémique hyper élevé. D'accord? Donc, on peut avoir comme ça des petites surprises. Par exemple, dans la colonne verte, l'orange, elle a un index glycémique de 35, alors qu'au goût, elle est beaucoup plus sucrée et on penserait qu'elle ferait, comme ça, on pourrait penser qu'elle fait monter beaucoup plus la glycémie. Une fois qu'on a vu et compris ce que c'était que la glycémie, ce qui va être beaucoup plus important pour nous, c'est de comprendre ce que c'est que la charge glycémique, parce qu'elle reflète beaucoup plus la réalité de votre assiette, en vérité, puisqu'elle tient compte non seulement de l'index glycémique de l'aliment, donc sa capacité à faire monter le taux de sucre dans le sang rapidement, mais on va aussi tenir compte de la quantité de glucides qu'on va devoir ingérer. Donc, la petite formule que vous avez en bas, c'est la formule qui nous permet de calculer la charge glycémique. Donc, il faut prendre l'index glycémique de l'aliment et le multiplier par la portion qu'on mange. Donc, par exemple, si je prends ma pomme de terre, elle a un index glycémique de 95 et si je mange 300 grammes de pommes de terre, je vais le multiplier par 300 grammes et que je vais diviser par 100. Le résultat va me donner une fourchette et va me dire si ma charge glycémique est basse, moins de 10, ça m'intéresse. Si elle est moyenne, entre 11 et 19, ça m'intéresse. Et si elle est élevée, ça peut m'intéresser aussi en post-training. D'accord? Mais d'une manière générale, nous, ce qu'on veut, c'est toujours rester dans des index et des charges glycémiques qui sont moyennes ou basses pour pouvoir justement diffuser de l'entraînement. Diffuser de l'énergie, je veux dire, toute la journée. Quand on parle de charge glycémique et d'index glycémique, on peut aussi parler d'hypoglycémie réactionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est si, par exemple, j'ai été manger à un McDo, j'ai mangé mon gros menu McDo, je vais avoir un gros pic de glycémie parce que c'est très, très sucré. Et puis, du coup, c'est des grosses quantités, mine de rien, c'est très calorique en énergie. C'est très dense en énergie, en tout cas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mangé beaucoup de quelque chose qui a un index glycémique très élevé. Et donc, je vais avoir une charge et un index glycémique hyper élevé. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 2-3 heures, je vais commencer donc à digérer mon aliment. Sauf que ma fameuse hormone, l'insuline, qui va venir, elle, redistribuer l'excédent de sucre qui se trouve dans le sang et venir le stocker, d'accord? Elle va trop bien, entre guillemets, jouer son rôle et je vais me retrouver en dessous de mon seuil de base normale de glycémie. Et donc, je vais me retrouver en hypoglycémie. Sauf que c'est pas une vraie hypoglycémie puisque j'ai mangé beaucoup de calories. D'accord? C'est pas comme si j'avais jeûné pendant 3 jours et que tout d'un coup, j'avais fait un effort. Là, je peux être en hypoglycémie. Et c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce que lorsque vous prenez un goûter, par exemple, et que vous avez mal choisi vos aliments au goûter, vous pouvez vous retrouver en hypoglycémie réactionnelle quand vous arrivez à l'entraînement. Si vous avez pris un goûter vers 16 h et que vous avez mangé, je sais pas moi, des sneakers ou peu importe, et que vous arrivez à l'entraînement à 19 h, là, vous risquez d'être en hypoglycémie réactionnelle. Et donc là, forcément, on n'a pas envie de s'entraîner, on est fatigué, on est complètement démotivé. OK ? Donc, les glucides, en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est tous les sucres, d'accord? Donc, ça va être les céréales, les féculents, les fruits, ça va être les bonbons, etc. Ok. En termes d'apport, entre la fourchette qu'on va donner, ça va dépendre si je suis en phase de maintenance, si je veux stabiliser mon poids, ou si je suis en phase de préparation pour un combat et que je veux perdre du poids. On va être entre 2 et 3 grammes, voire 5 grammes et ou plus, ça dépend encore de la taille et du poids de l'athlète, etc., par kilo de poids de corps. Okay. Quand est-ce que je place mes glucides et quel type de glucides? Autour de l'entraînement, en général, je veux toujours avoir mon carburant, mon stock de carburant, mon fameux glycogène, d'accord, mes réserves de sucre dans le muscle. On veut toujours qu'il soit plein, d'accord. Donc, on va déjà favoriser le restockage de sucre autour de l'entraînement. Comment je répartis ces glucides? Autour de l'entraînement, je vais favoriser les glucides qu'on dit simples, d'accord. Donc, ça va être tout ce qui est fruits. D'accord? Parce que ce que je veux, c'est faire rentrer rapidement de l'énergie et le fruit va favoriser cette entrée rapide de sucre dans le sang et donc favoriser le stockage de glycogène. Et puis, sur les repas principaux, le matin, le midi et le soir, là, je vais favoriser les glucides complexes. D'accord? Parce que là, je veux diffuser de l'énergie gentiment et je ne veux pas me retrouver dans un cas d'hypoglycémie réactionnelle, par exemple, si je mange trop de sucre en trop grosse quantité. Ok? Ensuite, on peut également s'intéresser à la ration qui est post-entraînement. D'accord? Là, évidemment, c'est pareil. Je veux vite recharger mon stock de carburant, d'accord, mon stock de glycogène. Donc, je vais aller chercher des sucres, des glucides qui vont avoir un index et une charge glycémique qui vont être
entre le moyen et l'élevé. Ok. Donc tout ça, encore une fois, pour pouvoir recharger les stocks et pour pouvoir performer au prochain entraînement correctement. D'une manière générale et pour pas vous embrouiller, lorsque vous allez rester loin des aliments transformés, d'accord, donc plus vous allez manger naturel, mieux ce sera et moins vous avez de chances de vous retrouver avec des index glycémiques et des charges glycémiques trop élevées. On va devoir tenir compte aussi de la texture de l'aliment. Quand je mange une pomme de terre cuite à l'eau et quand je mange de la purée, ça n'est plus réellement le même aliment. Le sucre devient un peu plus rapide parce que je casse des chaînes d'amidon. Hein, c'est le sucre du végétal, de l'aliment. Si je fais trop cuire mes aliments, c'est pareil. D'accord? Je casse encore ces fameuses chaînes et donc ça se transforme entre guillemets en sucre rapide. Ensuite, ce qui va me permettre de faire descendre l'index glycémique et la charge glycémique de mon aliment, de mon glucide, ça va être d'incorporer d'autres macronutriments, les protéines et les lipides. D'accord? Et la présence de fibres, donc de légumes par exemple, va nous permettre également de diminuer l'absorption des glucides. On va voir après quel type de fibres favorise cette absorption. Et évidemment, pour faire attention à notre charge glycémique, on va également faire attention à la quantité. D'accord? Je peux très bien manger par exemple une assiette de riz cuit comme il faut, une portion de légumes et une portion de viande. Par contre, si j'en ai beaucoup trop dans l'assiette, c'est toujours le même problème. Ma charge glycémique va faire que je vais venir stocker un petit peu trop. Donc, en résumé, quand je suis en dehors des entraînements et en phase de pré-compétition, donc en repas pré-compétitif, par exemple, j'ai une compétition le midi, mon petit déjeuner, c'est mon repas pré-compétitif. Là, je veux favoriser les réserves glucidiques au niveau du muscle et au niveau des muscles et du foie. Et donc, je veux stocker du carburant pour pouvoir fournir un effort et pas me retrouver avec un petit coup de pompe. Donc là, je vais favoriser les aliments à index et charge glycémique bas ou moyen. À l'inverse, quand je suis à l'entraînement ou juste après mon entraînement ou pendant une compétition, mettons que j'ai un tournoi ou que j'ai une compétition où je vais avoir plusieurs combats dans la journée, là, ce que je veux, c'est avoir de l'énergie qui va m'être apportée rapidement pour soutenir mes efforts. Et je veux aussi essayer de favoriser et accélérer ma récupération. Donc là, je vais favoriser des aliments qui vont avoir un index glycémique et une charge glycémique moyenne ou élevée. OK ? Maintenant, les protéines. Donc, les protéines, pareil, on imagine des petites boules, ça s'appelle des acides aminés. Et dans le corps, on a, dans les protéines, on a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels et les non essentiels. Les essentiels, c'est ceux qu'on est obligé d'apporter par l'alimentation parce que le corps ne peut pas les produire, il ne peut pas les synthétiser. D'accord? Et les non essentiels, c'est ceux qui peuvent être synthétisés par l'organisme à partir d'autres éléments. OK? Un exemple de source d'acides aminés essentiels, on va retrouver les protéines whey, d'accord, de lactocérone, le poulet, les viandes en général, le pain, les pains de seigle complets, le tofu, le quinoa, le yaourt à la grecque et le poisson. Ensuite, on a d'autres sources de protéines végétales que sont les légumineuses, les céréales et les autres types de graines, on va dire, et noix. Et là, donc, ce sont des protéines végétales. Le problème avec ces protéines-là, c'est qu'elles n'ont pas une chaîne d'acides aminés essentiels complète. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir créer des combinaisons entre les céréales, entre les légumineuses et entre les graines pour pouvoir reconstituer cette chaîne d'acides aminés essentiels. D'accord? Et c'est important parce que le corps a besoin de ces chaînes d'acides aminés essentiels pour pouvoir utiliser la protéine. OK? Donc, en gros, les protéines, elles ont des fonctions multiples. Elles ne servent pas que à développer de la masse musculaire ou à entretenir notre masse musculaire. Elles interviennent dans beaucoup de réactions chimiques pour la peau, pour le système immunitaire, pour plein d'autres fonctions. Et puis, surtout, ce qui va nous intéresser quand on va être en déficit calorique, c'est qu'elle a un effet très satiétogène. Elle a un effet coupe-faim parce qu'elle est très longue et difficile à digérer. Donc, ça nous permet de ne pas ressentir les effets de la faim quand on commence à chercher à perdre un peu de poids. Donc là, ça va être intéressant pour nous. D'une manière générale, on va cibler une fourchette entre 1,5 g et 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. OK ? On n'oublie pas, c'est important d'avoir une petite collation post-training, surtout si vous savez que votre repas d'après va être assez éloigné. D'accord ? Donc, idéalement, un fruit pour recharger au niveau des stocks de glycogène et de la protéine pour venir stopper le catabolisme musculaire. OK ? Donc, en résumé, les apports, on l'a dit, 1,5 g, 1,8 g jusqu'à 2,5 g, 2,7 g. Le timing, je vais essayer de manger toutes les 3 à 4 heures pour favoriser la récupération, la reconstruction. Et puis surtout, je vais éviter d'être dans un état catabolique où le corps va s'auto-nourrir en fait. Et donc, je vais dégrader de la masse musculaire, ce qui est quand même dommage parce que je pourrais en apporter et éviter ce catabolisme.
parce que ça fatigue l'organisme, ça peut provoquer des douleurs musculaires, c'est pas super agréable. Et puis d'une manière générale, ça peut amener aussi à des contre-performances et des blessures. Donc, l'idée, c'est de pouvoir éviter donc, ce catabolisme, et notamment lors des déficits caloriques. Et encore une fois, l'avantage de la protéine, c'est qu'elle est très satiétogène. Comment je répartis mes protéines dans la journée? Donc, on va essayer de faire 4 repas principaux par jour, plus une ou 2 collations selon le nombre d'entraînements dans la journée qu'on va avoir. Donc, 4 repas par jour, entre 20 et 30 grammes par repas. 20 grammes, c'est vraiment le minimum requis pour maintenir ce qu'on appelle la balance protéique positive ou azotée, parce qu'on a besoin, encore une fois, d'être dans cette balance positive, donc d'être toujours nourri en protéines, entre guillemets, pour éviter le catabolisme musculaire. Quand je sors de l'entraînement, on va placer également une collation post-workout. Comme tout à l'heure, on l'a vu avec les glucides, avec le fruit, bah là, on va venir faire rentrer une dose de protéines. Ça peut être autre chose, mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas très faim quand on sort de l'entraînement. Encore une fois, on pense aussi au côté pratique pour l'athlète. Et on veut que ce soit facile et que ça rentre encore une fois dans une routine, d'accord? Que ce soit pas compliqué d'aller chercher à manger ou de manger et de se forcer à manger quand on n'a pas faim. Et donc là, voilà, la dose de whey, elle tombe à pic, elle est facile et rapide à digérer, elle va favoriser le maintien et la croissance musculaire, et puis elle va favoriser du coup la récupération. Maintenant, on va voir les lipides et les fibres. Donc les lipides, le cerveau, il en consomme, le corps, je veux dire, il en consomme 20%. Donc si par exemple j'ai besoin de 2000 calories pour fonctionner par jour, eh ben, je vais réserver 20% minimum de cet apport calorique en matière grasse, d'accord? Le cerveau, il est très friand aussi de matière grasse, d'accord? Il mange beaucoup de sucre, mais il a aussi besoin de gras. Parce que quand il n'y a plus de sucre, il vient transformer les lipides pour utiliser ces lipides sous forme de sucre, d'accord? Nous, on va parler directement des lipides. Donc, les lipides, ça s'appelle aussi des acides gras. Et on va aller chercher directement les acides gras qu'on appelle polyinsaturés ou monoinsaturés. Donc, c'est le même principe que pour les glucides. Polyinsaturés, j'ai plusieurs boules, et mono, j'ai qu'une seule boule. OK. Donc, eux, pour nous, ils sont essentiels. Pourquoi? Parce que le corps, encore une fois, ne sait pas les produire. Donc, on a besoin de les apporter par l'alimentation. On a ce qu'on appelle les oméga 3 et les oméga 6. qu'on va retrouver donc, dans les huiles de colza, les noix, les poissons gras. Ils sont très, très importants pour nous parce qu'ils vont avoir un impact sur l'influx nerveux. L'influx nerveux, ça va vous permettre de commander votre muscle de façon optimale, d'accord, d'envoyer la bonne tension au bon moment, etc. Donc, de pouvoir rester fort, explosif, dynamique, vivace, concentré, ok. Et puis, ça va avoir aussi un effet anti-inflammatoire. Et donc, quand on sait que l'entraînement provoque des acidités, etc., ça va être dans notre intérêt, justement, de diminuer ces inflammations. Et puis ensuite, on retrouve également les oméga 9 dont on a moins besoin parce que le corps peut les synthétiser et qu'on en retrouve quand même beaucoup dans notre alimentation d'aujourd'hui. Mais ce sont quand même des bons acides gras et on les retrouve dans l'huile d'olive et l'avocat. Et ils sont quand même importants parce qu'ils vont favoriser la production de cholestérol. D'accord? Ils entrent également dans la composition des membranes cellulaires et c'est très important de comprendre ça. Souvent, quand on commence un régime ou une diète un peu trop stricte, on a tendance à enlever les matières grasses. Et c'est une grosse erreur parce que les cellules, la membrane est faite de gras. Donc, si la cellule perd de sa souplesse et de son gras, entre guillemets, eh ben, les échanges intercellulaires vont avoir du mal à se faire. Donc, quand on cherche à libérer du gras de nos petites cellules, de nos petits adipocytes, de nos petites cellules de graisse, si la membrane elle n'est pas assez fluide, eh ben, ça va être compliqué d'aller libérer tout ça. Et puis, ça va être aussi compliqué d'aller chercher des échanges, etc., la conduction de l'influx nerveux, etc. Donc, le gras, c'est super important. On ne peut pas en abuser, mais c'est super important. On ne l'enlève pas. Donc, comme on l'a dit, les lipides sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, notamment au niveau de notre système hormonal, d'accord? C'est grâce à lui qu'on va pouvoir produire de la testostérone, de l'oestrogène et du cholestérol. Donc, c'est des hormones qui sont très importantes pour nous, les sportifs. Ensuite, donc comme on l'a dit, les lipides, c'est aussi des acides gras. On a deux types d'acides gras, les acides gras saturés et les mono- et polyinsaturés qu'on vient de voir. Les saturés, c'est toutes les graisses qui sont contenues, qui sont dures, je veux dire, à l'état à température ambiante, d'accord. Donc, si je pose mon beurre ou mon huile de coco sur la table, il ne va pas fondre. Donc, ça, c'est les graisses saturées. Et les mono- et polyinsaturés sont toutes les graisses végétales d'une manière générale. OK. On fait attention à bien les choisir, c'est hyper important, d'accord, d'avoir des aliments de qualité, même si ça coûte un peu plus cher, il faut faire l'effort sur ce genre de choses.
Et donc, comme on l'a dit, on reste toujours entre 20 et 30% de notre apport calorique total. C'est hyper important. Donc, les lipides, en résumé, comme on l'a dit, 20% de l'apport calorique. Au niveau du timing, je vais certainement pas les placer près de mes entraînements puisqu'ils ont la capacité de ralentir la digestion. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir performer. Donc, quand je digère et que je suis en train de m'entraîner, il y a deux choses qui se passent en même temps, la digestion et un effort musculaire. Quand je digère, j'ai un gros afflux sanguin qui arrive dans l'estomac pour favoriser la digestion. Et quand je fais du sport, j'ai un gros afflux sanguin qui va vers les muscles pour favoriser l'oxygénation. Donc, le corps, il va devoir choisir entre l'un et l'autre. Si je continue à m'entraîner, souvent, ce qui va arriver, les gens vont aller vomir, par exemple, d'accord? Ou alors, je vais devoir m'arrêter parce que je peux pas continuer, je vais être essoufflé, etc. Ok? Ou bien, je vais continuer de digérer, puis je vais arrêter de m'entraîner. Ok? Donc, les lipides, on les garde, on essaye de les garder loin des sessions d'entraînement. Comment je répartis mes lipides? Sur une personne qui ferait 60-65 kg, 10 à 15 grammes le matin, en mangeant des œufs par exemple, quelques noix, etc. Vous avez largement vos 10-15 grammes de gras. Sur le déjeuner, une quinzaine de grammes, donc ça c'est pareil, je vais apporter une viande et un peu d'huile. Au goûter, je vais pouvoir prendre une petite poignée d'amandes, et puis au dîner, c'est pareil que sur le déjeuner. Donc pareil, en post-workout, on ne va pas trop favoriser la prise de matière grasse puisque ce qu'on veut, encore une fois, c'est faire vite rentrer, vite recharger des sucres et des protéines. D'accord? Les fibres. Donc les fibres, il y a deux types de fibres. On a ce qu'on appelle les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, elles vont former un gel et elles sont intéressantes pour nous parce que quand on mange un aliment très sucré, comme on l'a vu tout à l'heure, ce gel, il va venir emprisonner, entre guillemets, le glucide, le sucre, et donc ça va empêcher le taux de sucre de monter trop haut. Ok, donc ça va être intéressant pour nous. Et puis au niveau des matières grasses, il va favoriser aussi l'absorption du cholestérol. Donc ça va être aussi important pour nous. En plus, ces fibres-là, elles sont satiétogènes et elles sont très très riches en prébiotiques. Les prébiotiques, c'est comme si on donnait à manger à des bactéries qui sont présentes dans notre intestin. Elles sont super importantes parce que notre santé intestinale est hyper importante pour pouvoir fonctionner correctement. Ok. Ensuite, on a les fibres insolubles et elles vont avoir un rôle d'éponge. Donc, ce rôle d'éponge, il va être important puisqu'il va venir alourdir les selles, se gorger d'eau. Ces fibres vont venir se gorger d'eau, alourdir les selles et favoriser le transit intestinal. Et elles ont également un rôle satiétogène, d'accord? Donc, c'est là aussi que l'hydratation est importante, ok? Combien de grammes par jour? 20 à 30 grammes, 25 à 30 grammes, idéalement 30 grammes, c'est bien. Pour les adultes et pour les enfants, 15 grammes. Où est-ce qu'on trouve des fibres solubles et insolubles? Et bien là, vous avez un petit exemple. Dans les céréales complètes comme le riz ou les pâtes, on va majoritairement trouver des fibres insolubles. Dans les céréales comme les flocons d'avoine, la semoule, etc., on va trouver des fibres solubles. Et puis après, vous pouvez voir que dans les autres types d'aliments comme les céréales, les légumes secs, les fruits, les légumes, les graines et les oléagineux, on a un espèce de petit mix. Voilà, plus ou moins déséquilibré selon le type d'aliment. Donc, les fibres, comme on l'a dit, c'est 30 grammes par jour, idéalement. Le timing, c'est comme les lipides. On va essayer de les placer loin des trainings parce qu'ils sont longs à digérer et comme ils rassasient, du coup, on va mettre du temps pour digérer. Ce n'est pas l'objectif, d'accord? Encore une fois, ce qu'on veut, c'est un estomac quasi vide pour pouvoir s'entraîner correctement sans être gêné. Ça ralentit la digestion et l'assimilation des glucides et des protéines. Donc, c'est bien, mais à d'autres moments de la journée, pas autour de l'entraînement. Comment je répartis mes apports pour avoir 30 grammes de fibres? C'est très simple. En mangeant un fruit frais le matin, en mettant 150 grammes de légumes à midi ou de crudités, un fruit au goûter et 150 grammes de crudités ou de légumes au dîner, vous avez largement vos 30 grammes. Sachant que des fibres, on n'en a pas que dans les fruits et les légumes, comme on l'a pu le voir juste avant. On en a aussi dans les céréales, dans les légumineuses, etc. Donc, plus vous allez avoir une assiette équilibrée, moins vous allez avoir besoin de vous prendre la tête sur est-ce que je mange suffisamment, est-ce que je mange correctement, est-ce que je suis nourri correctement. Ok. Et donc, évidemment, en post-workout, la fibre, je mets quasi nulle parce que dans les fruits, il y a toujours un petit peu de fibre. Ça va être de l'ordre de 2-3 grammes. C'est pas le bout du monde, ça ne va pas vous gêner la digestion, mais il y en a un petit peu quand même. Ensuite, dans les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Donc, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, ça, c'est les micronutriments, vous vous rappelez, ils sont présents en très petite quantité, ok.
mais ils sont vitaux pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, on a les vitamines qu'on appelle vitamines A, B, D, E, K, etc., qu'on va trouver soit dans les matières grasses, on va dire qu'elles sont liposolubles, donc je vais aller chercher mon poisson gras, mes noix, mes graines, etc., d'accord? Donc, j'ai besoin d'avoir cette source de matières grasses pour avoir ces vitamines-là, d'accord? Et puis, dans les fruits, les légumes, etc., je vais retrouver toutes les vitamines qu'on dit liposolubles qui vont se dissoudre dans l'eau, d'accord? Liposolubles, elles vont se dissoudre dans la matière grasse avec de la matière grasse et les hydrosolubles dans l'eau. Pourquoi elles sont importantes? Parce qu'elles vont nous permettre de réguler le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi? C'est ma capacité, quand je ne fais pas d'effort, à brûler de l'énergie. D'accord? Donc, si j'ai un métabolisme de base qui se crache, ça va être très compliqué d'aller perdre du poids derrière. D'accord? Mais ça va aussi être très compliqué de libérer de l'énergie pour pouvoir m'entraîner et performer. D'accord? Et donc, ça entre aussi dans la synthèse des os et des tissus. Donc, c'est important pour nous parce que nous, ce qu'on veut aussi préserver, c'est notre intégrité physique. D'accord? Donc, on a besoin de ces vitamines-là. Et surtout quand on est en période de croissance, d'accord? Où là, on est en train de se construire, un capital. Et ce capital, il doit être solide. D'accord? On pose des fondements pour une longue vie saine. Ensuite, on a les minéraux. D'accord? Donc, les minéraux, ça va être le fer, le sélénium, etc. Là, c'est pareil, ils sont présents en encore plus petite quantité, mais ils rentrent dans la composition des enzymes et des hormones. Et les hormones, on a vu tout à l'heure avec les lipides qu'on a besoin de cholestérol, de testostérone, d'œstrogène, plein d'autres hormones encore, mais ils rentrent dans cette composition-là, donc on en a besoin. Et ils ont également un rôle clé dans la constitution des os et des dents. Donc là encore, pareil, on veut faire attention à avoir suffisamment d'apports. Ok ? Et puis, on finit avec les oligo-éléments. C'est comme des minéraux, mais qui sont encore plus présents de façon plus infime dans le corps. On parle de calcium, de sodium, de magnésium, etc. Et alors là, ceux-là, ils sont hyper importants parce que, comme vous pouvez le constater, ça va nous permettre de maintenir le rythme cardiaque, de favoriser la contraction musculaire, de favoriser la conduction neuronale, donc l'influx nerveux, d'accord? Et puis, ça va venir aussi nous permettre de maintenir un équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est quoi? On a un pH dans le corps qui doit toujours être aux alentours de 7, d'accord? Quand je descends en dessous de 7, je rentre dans de l'acidité. Et quand je suis au-dessus de 7, je suis dans l'alcalinité. L'idée, c'est que nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'être dans l'acidité. Quand je m'entraîne, je crée de l'acidité, d'accord? Quand je fais n'importe quel type d'effort, je vais créer de l'acidité. Et l'idée, c'est qu'avec l'alimentation et l'apport justement de vitamines, de minéraux, etc., je vais venir équilibrer cette balance acido-basique pour toujours favoriser un terrain alcalin plutôt qu'un terrain acide, d'accord? Et donc là, ça va me permettre d'éviter tout ce qui est tendinite, etc., d'accord? Donc en pratique, ça donne quoi? Pour une personne qui s'entraîne une fois par jour, le soir ou le matin, peu importe. Là, j'ai pris le soir pour l'exemple. Déjà, je sors de ma nuit de sommeil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai jeûné pendant quelques heures. Donc, déjà, je vais commencer tout de suite avec de l'hydratation. D'accord? Je vais venir boire un verre d'eau à température ambiante pour venir rincer l'organisme et préparer mon système digestif à recevoir de la nourriture. Ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner, on va voir de quoi on peut le composer. Entre mes deux repas, je continue de m'hydrater tranquillement, d'accord? Pas la peine de se siffler 1,5 litre entre deux repas. Déjeuner, pareil, on va voir de quoi il sera composé. Je prends, entre mes deux repas, encore une fois, je m'hydrate. Je prends un goûter. C'est l'heure de l'entraînement. Je m'hydrate et on se rappelle, si j'ai 1 heure d'effort modérément intense, j'ai besoin d'eau et ça suffit. Par contre, si je sais que ça va être difficile ou que ça va durer plus d'1 heure, là, je fais rentrer une petite boisson isotonique. Quand je sors de l'entraînement, si je sais que mon dîner va être plutôt éloigné, si je sais qu'il faut que je prenne ma douche, que je rentre et que ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie, eh ben, c'est intéressant là de placer une petite collation post-training, comme on l'a vu, avec de la protéine et un fruit. Okay, et puis après, je rentre chez moi et je dîne. C'est le même principe, c'est le même concept pour les personnes qui s'entraînent 2 fois par jour. C'est juste que là, comme vous pouvez le constater, on va avoir un entraînement de matin où je vais favoriser mon hydratation selon mon type d'entraînement et puis une collation post-training. Le reste de la journée va être la même chose. Si je peux avoir un petit moment de répit, de récupération sous forme de sieste dans l'après-midi, c'est top. Si je peux pas, on fait comme on peut. Et puis, le soir, pareil, entraînement numéro 2, selon l'intensité et la durée de mon effort, je choisis mon type d'hydratation. Et puis, rebelote, recollation post-training, d'accord? Pour éviter de créer trop de fatigue. Vous vous rappelez, le catabolisme, ça vient fatiguer le système musculaire, ça vient fatiguer le corps d'une manière générale, et c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter de vider nos stocks de carburant aussi. Donc, si je m'entraîne 2 fois par jour, il faut que je sois vraiment vigilant face à mes apports. Donc, qu'est-ce qu'on mange concrètement?
Donc, le matin, le midi, le goûter et le dîner. OK. Le petit déjeuner, ben, on va faire rentrer un maximum de céréales complètes. Ça peut être des flocons, du son d'avoine, du son de blé, etc. Ça peut être de la baguette. Si vous prenez de la baguette, prenez plutôt de la baguette tradition, d'accord, qui va être beaucoup plus naturelle que les baguettes au blé raffiné. Là, de bon matin, idéalement, c'est pas trop ce qu'on veut faire rentrer. On peut aussi se faire un gros bol de fruits frais, ok, avec des oléagineux, donc des noix, de la purée de cacahuètes, etc. On peut intégrer aussi un lait végétal à base d'oléagineux ou un lait de vache, si vous le digérez très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais faire entrer une source de protéines. Donc, en fonction de si je suis sucré ou salé le matin, ça peut être un fromage blanc, ça peut être des œufs, de la viande ou du poisson fumé. Ensuite, sur le déjeuner, je vais faire rentrer, parce que vous vous rappelez, ce qu'on veut, c'est de la fibre. Donc là, déjà, sur le matin, j'ai de la fibre. À midi, je vais faire rentrer une portion de légumes et de crudités. Je veux de la fibre, des vitamines, des minéraux, etc. Je vais faire rentrer une portion de protéines végétales. Et puis, on n'oublie pas que la portion de protéines végétales, elle a des acides aminés incomplets. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir compléter son profil d'acides aminés essentiels avec une portion de céréales complète. Ça va être intéressant pour nous parce que ça a un index glycémique bas, une charge glycémique qui va être plutôt basse selon la quantité de portions que vous allez choisir, évidemment. Et puis, du coup, ça va diffuser de l'énergie tout doucement, d'accord? Et longtemps. Ok, donc, je ne vais pas avoir de coups de barre, etc. Et puis, toujours notre matière grasse, d'accord? Il n'y a pas que l'huile d'olive, il y a les graines, il y a l'avocat, il y a plein d'autres choses. Donc, variez un maximum vos apports pour être sûr de pouvoir couvrir tous vos besoins. Au goûter, c'est pareil. Là, je pense à mon athlète, je veux que ce soit pratique pour lui. Donc, je lui propose deux petites collations, deux types de collations. S'il est dehors et qu'il n'a pas pu rentrer et qu'il a besoin d'avoir une collation qui soit facile à emporter et à transporter, on va lui proposer 1 ou 2 fruits frais, une poignée de graines ou d'oléagineux, des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou, peu importe. Ça peut être du chocolat aussi, d'accord, des très bonnes sources de vitamines et de minéraux, avec une bonne source de matière grasse si le chocolat n'est pas trop dégueu. Après, on peut se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà, mais d'une manière générale, on va essayer de rester quand même assez propre. Et puis, notre shaker de protéines. Ensuite, on peut lui proposer une deuxième option. Les jours où, par exemple, il est chez lui, qu'il a pu se reposer, il a pu faire une sieste, etc., il va avoir le temps de digérer tranquillement. Là, on peut lui proposer, pour varier encore une fois, parce que c'est un peu ennuyant de tout le temps manger la même chose. Et là, il peut prendre, au goûter, il peut prendre une petite crudité, une tranche de pain complet avec une portion de protéines, par exemple, ça peut être du thon avec de la moutarde, peu importe, et une petite cuillère à café d'huile. Okay, ça fait le job aussi, ça peut être une portion de viande fumée, peu importe. Au dîner, quand je sors de l'entraînement, souvent, parce que souvent les entraînements, ils ont lieu le soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir apporter du bouillon ou une soupe. Ça va être intéressant parce que ça va venir compléter mon hydratation, d'accord? Donc, si j'ai pas beaucoup bu ou si j'ai pas assez bu dans la journée, là, ça va être intéressant avant d'aller se coucher de quand même repositionner un petit peu le taux d'hydratation. Donc, un bouillon, une soupe. Et puis là, comme j'ai mangé des protéines végétales à midi, là, je vais pouvoir manger des protéines animales. Donc, je vais faire rentrer une portion de céréales complète avec des légumes. Et puis une portion de protéines animales et toujours avec ma petite matière grasse. Et là, j'ai mis et ou parce qu'en fait, quand on est en période de maintenance, on va pas faire attention, on va pas faire très attention à son poids, donc on s'inquiète pas. Par contre, quand on va commencer à rentrer dans une période pré-compétitive où là, on va chercher à perdre quelques kilos, peut-être qu'on va commencer à jongler et à manipuler un petit peu les glucides. Toujours est-il qu'on garde toujours ces glucides autour de l'entraînement, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si je m'entraîne le soir, je garde mes glucides le soir. Si je m'entraîne le matin, je garde mes glucides le matin et le midi. Et je peux ne pas en placer le soir. OK? À vous de voir comment vous vous organisez. La gestion du poids. Donc, pour gérer son poids, il faut établir donc un plan nutritionnel, d'accord? Et il faut que ses apports soient bien répartis, comme on vient de le voir. Il faut que l'apport en énergie soit suffisant, comme on vient de le voir, parce que ça va avoir forcément un impact sur la performance, mais aussi sur votre santé, d'accord? Les os, les dents, les muscles, la tête, voilà. C'est un tout, ok? Donc, on va d'abord, avant de commencer à gérer la perte de poids, on va déjà commencer par se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'ai beaucoup de kilos? Est-ce que j'ai besoin de perdre du poids ou pas? Ou c'est juste esthétique, d'accord? Ensuite, si j'ai beaucoup de poids à perdre, de combien de temps je vais disposer pour perdre ce poids? Idéalement, on veut être le plus réaliste possible sur la durée nécessaire parce que l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir rester performant, d'accord? Donc, il est clair que si j'ai 10 ou 15 kilos à perdre, je vais pas m'y prendre un mois à l'avance, d'accord? Parce que là, c'est pas possible, c'est pas sain. Ok, donc si j'ai pris beaucoup de poids, je m'y prends à l'avance pour pouvoir gérer ma descente et arriver le plus frais possible sans se blesser
et le plus disposé à combattre le jour J. Ok. Ensuite, on garde toujours en tête qu'on veut toujours maintenir des apports équilibrés. Donc, même quand je suis en perte de poids, on essaye toujours de rester donc, dans notre équilibre, vitamines, minéraux, fibres, sucres, protéines et gras. Ok, sachant qu'une diminution drastique de vos apports, d'accord. Souvent, on voit ça, des diètes qui sont mal gérées ou alors on s'y est pris trop tard et puis finalement on coupe tout, on mange plus rien pendant 3-4 jours. Ça, c'est drastique et donc non seulement vous avez de grosses chances de compromettre vos performances, mais aussi vous vous mettez en danger. D'accord. Quand vous êtes déshydraté et mal nourri, il peut y avoir des conséquences plus ou moins graves. Et puis, c'est dommage parce que vous allez vous mettez en danger votre santé à vous. Et puis, le jour J sur le ring, vous vous mettez aussi en danger face à l'adversaire. OK. Donc, on va voir les différentes méthodes en général classiques qui sont à notre disposition pour gérer cette perte de poids. On va voir comment on peut réduire les apports, comment on peut augmenter la dépense d'énergie et la combinaison des deux. Donc, quand on réduit les apports, on entre dans ce qu'on appelle un déficit calorique. En général, avant même d'aborder le régime pour perdre du poids, on va d'abord demander à l'athlète de nous tenir un petit journal alimentaire pour pouvoir estimer son apport calorique, estimer aussi sa répartition, d'accord. Si je mange 2000 calories que de glucides ou 2000 calories déjà bien réparties, on ne va pas aborder les choses de la même manière. Donc, l'objectif, ça va être d'abord de rééquilibrer les apports et puis ensuite, si le poids ne baisse pas, ne diminue pas, là, je vais commencer à diminuer l'apport calorique, d'accord. Mais d'abord, on corrige l'équilibre alimentaire. Les choses auxquelles on va faire attention, c'est la fatigue, la perte de motivation, le sommeil, la somnolence, la faim permanente, le stress d'être tout le temps énervé, agressif, etc. Tout ça, c'est des signaux un peu de famine ou alors qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, d'accord. Donc, un ordre d'idée, lorsqu'on est en maintenance, je vais venir apporter 100 à 150 grammes de glucides. 100 à 150 grammes de glucides, c'est pas la même chose que 100 ou 150 grammes de pommes de terre, d'accord, ou de riz. Si je mange 100 grammes de riz, il y a entre 20 et 25 grammes de glucides, d'accord. Donc, nous, on parle de la quantité de glucides qui est contenue dans le riz. Okay. Donc, si mon athlète était déjà à 150 grammes, on va déjà commencer par lui proposer de manger 100 grammes de glucides dans la journée. Dans la journée. Okay. Les protéines, c'est pareil. Si mon athlète était à 1,5 g, je vais augmenter progressivement. Donc, vous allez voir qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler les glucides et les protéines. Quand je baisse l'un, j'augmente l'autre pour pas justement mettre mon athlète dans une situation de faim ou de malaise, de mal-être à l'entraînement. Ok. Et puis les lipides, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est entre 20 et 30%. On ne descend jamais en dessous de 20. S'il était à 30%, on va diminuer à 25. Et puis on va voir comment on fonctionne, comment ça bouge. Et ensuite, on manipule. Mais en général, on va d'abord manipuler les glucides et les protéines. Et puis ensuite, on s'occupera du gras si vraiment c'est nécessaire. La deuxième possibilité, c'est d'augmenter la dépense énergétique. On va quand même faire attention à certaines choses. Donc d'abord, quand j'augmente ma dépense énergétique, je vais favoriser des exercices qui sont peu fatigants et qui ont de faibles impacts sur mes articulations. Nous, on est sur un sport où on est debout, il y a du contact, d'accord. Donc quand je vais venir chercher un exercice d'aérobie d'environ 45 minutes sans jamais dépasser les 70% de ma fréquence cardiaque max, on va favoriser le vélo, des exercices portés ou la natation, des choses comme ça, d'accord, qui n'ont pas d'impact sur les articulations. Ensuite, il faut que notre athlète, il ait le temps. Si c'est un athlète qui s'entraîne déjà 2 fois par jour, entre 5 et 6 jours par semaine, je ne vois pas l'intérêt de rajouter encore une sortie aérobie sur sa journée de repos, par exemple, d'accord. Donc, si on arrive à gérer ses charges d'entraînement avec son alimentation, c'est très bien, ok. Donc l'objectif, c'est toujours de garder de l'énergie pour les entraînements, ok. Et dès lors que les capacités de récupération sont compromises, il n'arrive plus à dormir correctement, il n'arrive plus à s'entraîner correctement, il se sent pas bien, le poids ne descend pas. Là, ça veut dire qu'on tire trop sur la corde et qu'il faut corriger quelque chose. Et souvent, ça va être essayer de diminuer un petit peu la dépense énergétique pour reposer l'organisme et le système nerveux. Et quand on combine les deux méthodes, en général, c'est souvent la méthode qui est la plus efficace parce qu'on va rentrer dans un espèce de 50-50 où je vais dépenser un peu plus d'énergie et je vais diminuer un peu plus mon apport calorique. Donc, c'est moins violent, on va dire, en termes d'approche et ça fonctionne plutôt correctement.
Voilà, voilou. Donc, en conclusion, pour perdre du poids, combiner les deux méthodes semble être la plus efficace pour l'instant. En revanche, on doit bien planifier donc cette gestion de perte de poids. Il faut que ce soit intelligent, il faut que ce soit réaliste. Et l'idée, c'est toujours de préserver l'intégrité physique et mentale de notre athlète, d'accord? Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de pilule magique, donc c'est pas la peine de se dire, de se réveiller une semaine avant en se disant ouais je vais faire ci, je vais faire ça. Ça marche pas. En général, soit on n'y arrive pas, soit on arrive et on est complètement cuit, donc ça sert à rien. Faites toujours attention que vous soyez en période de maintenance ou en période de perte de poids, d'avoir des apports quantitatifs et qualitatifs. Choisissez bien vos aliments parce que vous pouvez manger très bien, mais si l'origine de vos aliments n'est pas top, là aussi, il va y avoir un problème. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, certes, mais on fait toujours du mieux qu'on peut en tout cas. Retenez aussi que les carences en micronutriments notamment, d'accord, d'une manière générale alimentaire, mais les micronutriments peuvent entraîner aussi une perte de poids difficile, voire ralentie. Ok, ça peut être très difficile quand je suis carencé de continuer à demander à mon corps de fournir de l'énergie et d'augmenter ma dépense énergétique, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut également compromettre vos performances et voire vous blesser. Et n'oubliez pas également d'avoir des apports en glucides et en protéines autour de vos entraînements, puisque ça va avoir un rôle majeur dans votre récupération avec votre hydratation et votre sommeil. Voilà, voilà. Merci. L'idée encore ici, c'est de pouvoir créer des habitudes saines et non pas des restrictions. Donc, on peut se faire plaisir, mais il faut savoir quand est-ce qu'on se fait plaisir et puis avoir toujours, encore une fois, un équilibre quantitatif et qualitatif sur votre alimentation. C'est la seule méthode qui, pour l'instant, marche parce que s'il y avait une pilule magique, je crois que ça se saurait. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Hop, hop, je vais revenir par ici. Tac. Voilà, hop. Alors, si vous avez des questions, hop. Alors, voyons voir. Alors, Johan, le LDL, c'est le mauvais et le HDL, c'est le bon. Oui. Anti-radicaux libres, oui. Le corps, il fait toujours des radicaux libres. Hein. Dès qu'il y a des réactions chimiques entre les cellules, ça fait des radicaux libres. Et l'idée, c'est de pouvoir justement favoriser l'élimination de ces radicaux libres. Et ça passe aussi par l'alimentation. Ah. Les compléments alimentaires, oui, ça peut être intéressant. Les oméga 3, par exemple, certaines vitamines, quand on s'entraîne beaucoup, ça peut être intéressant. Encore une fois, les compléments, c'est des suppléments, c'est des choses qui viennent s'ajouter. Donc là, l'idée de base, c'est d'avoir déjà, de regarder son assiette et sa journée et sa semaine et voir un petit peu là où on peut déjà corriger des choses. Et si en corrigeant ces choses-là, j'ai toujours l'impression d'être en carence, et ben là, ça va être intéressant de venir ajouter des compléments alimentaires. Mais ça reste, comme son nom l'indique, un complément. Donc, à la base, ça suppose que j'ai déjà une assiette qui est bien propre et qui m'apporte ce dont j'ai réellement besoin à la base. OK. Comment prendre de la masse musculaire? C'est simple, ça va être l'inverse de la gestion de poids pour perdre du poids, s'entraîner en conséquence, d'accord, et puis avoir des apports pareils nutritifs qui vont venir, où tu vas venir augmenter. Donc là, sur la perte de poids, on allait manipuler les glucides et les protéines pour diminuer les glucides et augmenter les protéines. Et ben là, ce qu'on va faire, ça va être l'inverse. Tu vas commencer à augmenter les protéines et diminuer un peu plus augmenter les glucides et diminuer un peu les protéines. Encore une fois, tout ça, ça se fait de façon progressive pour voir comment ton corps réagit. Évidemment, la qualité de tes aliments va compter énormément, mais la qualité de tes entraînements et la qualité de ton sommeil, la qualité de ton hydratation, c'est tout ce qui est l'entraînement invisible, d'accord, tout ce qui fait partie, tout ce qui est autour de ton entraînement. Il n'y a pas que le fait de t'entraîner pour prendre de la masse musculaire qui va compter. Si tu te nourris bien, si tu es suffisamment reposé, etc., tu peux faciliter une prise de masse musculaire. Ça peut prendre du temps. En général, quand on arrive déjà à prendre chez un homme 2 kilos propres de masse musculaire, c'est déjà beaucoup par mois. C'est déjà beaucoup. Créatine pour l'ATP,
Pourquoi pas, mais encore une fois, regarde d'abord la créatine, tu en as dans les protéines animales et regarde d'abord dans l'assiette. Regarde d'abord dans l'assiette si tu manges suffisamment. Si déjà avec ce que tu as dans l'assiette, ça suffit, c'est pas la peine d'apporter des choses qui sont pas naturelles pour le corps. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors que le corps peut le produire naturellement avec des aliments naturels. L'apport élevé en protéines peut-il avoir des conséquences sur les reins? Oui, complètement, complètement. En général, c'est pas super sain de dépasser les 30. Après, ça dépend encore de la taille de la personne, du poids de corps de la personne, etc. Mais dépasser les 30-35 grammes de protéines par repas, ça sert entre guillemets presque à rien puisque le corps ne peut pas tout synthétiser, ne peut pas tout utiliser. Donc, soit tu vas aller les stocker sous forme de gras, et puis tu vas obliger exactement, tu vas stresser tes reins et tes glandes surrénales, et puis tu vas à chaque fois tirer sur la corde. Et ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir des conséquences nocives. D'une manière générale, on veut toujours rester dans l'équilibre. Hein. De se dire qu'on va manger plus de viande pour faire plus de muscles, c'est une grosse erreur. D'accord? Le corps, il a besoin d'un équilibre. Et il a besoin d'un équilibre autour des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines, des minéraux, etc. De se dire que manger, boire beaucoup de protéines et manger beaucoup de viande, ça va me permettre de performer à l'entraînement et d'avoir plein de force, c'est une grosse erreur. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les glucides, c'est la source première d'énergie de l'organisme. Donc, s'il y a des protéines en grosse quantité, mais qu'il n'y a pas assez d'énergie pour développer et s'entraîner, donc de la part des glucides, c'est inutile. Comment alors, sur Internet, tu as plein de formules qui te permettent de déterminer ton métabolisme de base. Il y a une formule très classique, la Harris et Benedict. Après, il y en a plein d'autres. Un métabolisme rapide ou élevé, en général, tu veux dire que tu brûles beaucoup d'énergie. Souvent, ça va correspondre à des profils. Hein. Les personnes qui sont assez longilignes et sèches, c'est des personnes qui sont assez nerveuses, stressées, peu importe, qui vont avoir une tendance naturelle à brûler beaucoup d'énergie. Et donc là, ça va être soit compliqué d'aller chercher de la prise de masse et plus facile de stabiliser son poids à l'inverse. Mais d'une manière générale, tu peux estimer ton métabolisme de base. Après, moi, je me base très rarement sur les profils ectomorphes, endomorphes, mésomorphes, etc. Moi, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment la façon dont je fonctionne aussi avec mes élèves et les combattants. Je leur demande toujours, on part toujours de leur base à eux, en fait, parce que c'est de eux qu'il s'agit. Donc, si je commence à faire… Alors oui, ça va donner une référence, d'accord? Si je vais sur Internet et que je calcule son métabolisme, ça va me donner une référence. Maintenant, c'est un individu qui est réel dans la vraie vie et qui mange d'une certaine manière, qui s'entraîne d'une certaine manière, etc. Moi, je préfère toujours leur demander, voilà, qu'est-ce que tu manges? Dis-moi exactement tout ce que tu manges. On va calculer et estimer ce qu'il mange. On va estimer les apports qu'il a en termes de sucre, de gras et de protéines. Est-ce qu'il fait rentrer assez de vitamines? Est-ce qu'il est constipé? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il a un travail à côté qui lui demande une grosse dépense d'énergie? Un combattant qui s'entraîne et qui est déménageur à côté, il va forcément avoir des apports différents qu'un combattant qui travaille derrière un bureau. Il n'a pas la même dépense d'énergie. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte pour pouvoir déterminer après cet apport calorique et commencer à manipuler cet apport calorique. Donc toujours partir de la réalité en fait. La réalité, c'est toi ou ton combattant et connaître son combattant, c'est comme on l'avait dit sur le webinaire de la préparation physique, c'est d'échanger avec lui, c'est primordial en fait parce qu'on a besoin de savoir dans quel état d'esprit il est et puis de savoir comment il vit aussi. De rien, Joanne. Bien, si vous n'avez plus de questions, on va clôturer le webinaire. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Joanne est en train de taper. Ah, il y a encore des questions. Je vais attendre un peu.
Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. C'est super de pouvoir faire ça pendant le confinement et encore une fois de continuer d'apprendre et de découvrir des gens et des sujets et des thèmes différents. Vraiment, c'est chouette. C'est vraiment chouette ce que la Fédé elle a mis en place là. Franchement, ça a une valeur inestimable parce que bah voilà, ça nous permet d'accéder à beaucoup de contenu et à beaucoup de connaissances et de pouvoir échanger entre nous et de façon humble aussi de pouvoir s'apporter des choses parce qu'on n'a pas tous la science infuse. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Merci beaucoup en tout cas à vous bah, à très bientôt, je l'espère. Oui, bien sûr, j'enverrai les slides. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Joanne. Je vais les envoyer à Chanel qui gère le webinaire. Et puis, est-ce que tu as reçu les slides de l'autre merci, merci beaucoup. Pas de souci, Sébastien. Tu as reçu d'ailleurs les slides parce que tu me les avais demandés, je les avais transférés. Donc, non. Alors, laissez-moi vos adresses mail. Ah, ok, d'accord. Ok, super. Ok. Ok. Joanne, je parlais du webinaire sur la préparation physique, mais c'est Sébastien qui me les avait demandé. Si tu les veux, ils sont dispo avec la personne qui gère justement le webinaire. Et pas de souci, ouais, je vous ferai transférer mes slides avec grand, grand plaisir. Merci encore en tout cas et bonne soirée à vous. Pas de souci, pas de souci. Les adresses mail, pas de souci. Notez-les. On vous envoie la petite présentation avec grand plaisir, avec grand plaisir.